Bonjour amis de l'histoire antique. Je résiste pas à la tentation de vous faire une critique constructive de la série Netflix Alexandre au rang des dieux. J'ai eu le loisir de regarder les 6 épisodes qui sont sortis hier mercredi. Écoutez, il y a à boire et à manger, il y a du bon et du moins bon. Alors je vais éviter évidemment de faire du clash juste pour le plaisir. Hein. Voilà, on va rester mesuré, on va rester constructif. On est quand même content qu'on parle d'Alexandre le Grand dans des sites de streaming grand public. Donc voilà, on va pas non plus se montrer plus royaliste que le roi de Macédoine, n'est-ce pas? Donc voilà, alors pour ceux qui me connaissent pas, pour faire très très bref, hein, sans me lancer trop de fleurs, bon, je suis un petit peu crédible, on va dire, sur ces sujets. J'ai eu le plaisir depuis une vingtaine d'années de rédiger, je compte plus, on va dire, allez, j'ai créé 250 articles sur Wikipédia, j'en ai modifié des centaines, et j'ai rédigé quasiment de fond en comble l'article Wikipédia sur Alexandre le Grand, article labellisé médaille d'or. Donc voilà, je connais le sujet, et puis dans le civil, je suis prof d'histoire géo. Alors je vais partir épisode par épisode. Bon, on peut spolier, hein, vous connaissez normalement l'histoire, mais je ne vais pas non plus trop rentrer dans les détails, vous laisser un petit peu, on va dire, découvrir. Alors d'emblée, ça se présentait comme une série plutôt avec des moyens assez conséquents, et je vous le dis d'emblée, mais si on compare par exemple à la série Cléopatra, faite par Jada Pinkett Smith, qui a quand même pas mal défrayé la chronique, on est quand même dans un cran au-dessus en termes de moyens déjà, en termes de mise en scène, en termes d'acteurs, même de crédit historique. Donc voilà, on va quand même tout de suite dire on est dans une division un petit peu supérieure. Donc d'emblée, on peut partir quand même avec un avis qui est pas trop défavorable. Alors je vais commencer par les points positifs. Donc au-delà, je l'ai dit, du fait que la série dispose d'un peu plus de moyens. C'est déjà, moi ce que j'ai apprécié tout de suite, c'est on est dans le vif du sujet avec quand même un reportage, on dira, sur le site des fouilles archéologiques menées à Alexandrie, donc par une archéologue assez médiatique, hein, Madame Papacosta, donc surnommée Papy. Qui a défrayé la chronique dernièrement, il y a quelques années, parce que voilà, elle a découvert quasiment en direct, on va dire, le quartier royal, en tout cas estimé comme tel, dans le cœur de ville, avec notamment la découverte d'une statue d'Alexandre, donc qui date de la période romaine, mais bon, on va pas gâcher son plaisir. Et je trouve ça intéressant de commencer et de conclure sur Alexandrie pour marquer le côté intemporel de l'œuvre d'Alexandre. Donc j'ai trouvé ça plutôt heureux et intéressant, et puis de rendre grâce aussi aux archéologues qui travaillent toujours sur le sujet de l'histoire grecque ou de l'histoire d'Alexandre en l'occurrence. Alors sinon, j'ai relativement apprécié l'acteur, donc c'est un Britannique, donc l'acteur qui joue Alexandre. J'ai donc noté Buck Bresswes, donc qui est plutôt correct, il n'en fait pas trop, il n'est pas dans l'emphase en mode tourmenté comme Colin Farrell. Bon là je vous renvoie à des vidéos que j'ai pu faire sur le film d'Alexandre Liverstone, je vais mettre ça de côté, je vais pas comparer parce que bon évidemment c'est pas le même objectif. Mais en tout cas on dira relativement sobre. Bon, il laisse pas un souvenir impérissable, il a pas un charisme de fou, mais en même temps l'acteur ne prend pas le pas sur le personnage. C'est toujours un petit peu gênant quand on retient plus le jeu d'acteur que l'œuvre, on va dire, du personnage historique en tant que tel. Alors sinon, j'ai trouvé que les paysages naturels étaient plutôt jolis, donc c'est tourné, alors j'ai pas vérifié, mais enfin en Asie centrale, je suppose, au Tadjikistan, au Turkménistan. Je pense pas qu'il soit allé en Syrie ou en Afghanistan, j'en doute. Mais bon, en tout cas, on va dire que les décors naturels sont plutôt corrects. Les décors aussi, des palais ou des camps, ça passe. C'est pas catastrophique, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Alors sinon, dans un autre style aussi, les intervenants, je les trouve aussi corrects. Bon, je reviendrai parce qu'il y a quand même, je vous le dis d'emblée, mais des erreurs historiques. Alors, j'entends qu'il y ait des raccourcis, j'entends qu'il y ait des simplifications, évidemment.
J'entends aussi qu'on puisse violer l'histoire, comme dirait Alexandre Dumas, pour lui faire des beaux enfants, pourquoi pas. Mais ce qui me gêne un peu, c'est parfois quand même des erreurs flagrantes de lieu, de date. Je- c'est même pas pour servir le scénario, ça a aucun intérêt, je vois pas. Parce que parfois on peut faire des ellipses, voilà, ça j'entends. Mais bon, donc intervenant, on va dire plutôt sympathique, pas trop woke, voilà, bon, je veux pas non plus tomber dans l'anti-wokisme primaire, mais quand on voit Cléopâtre avec des universitaires américains, waouh, pas piquer des verres en mode afrocentriste, bon, voilà, là on a échappé au pire, ça se tient, voilà. Bon, c'est pas des sommités, voilà, vous voyez, je vais être clair, mais c'est pas des historiens que je vais utiliser dans mes références sur Wikipédia, hein. Alors, le point fort, moi, je trouve, de cette série, c'est même presque en fait une série sur Darius, en fait. C'est-à-dire que je trouve que Darius prend une certaine importance, donc Darius III, évidemment, l'empereur, enfin l'empereur non, ce que dis-je, le roi des rois perses. L'acteur est plutôt pas mal, plutôt crédible. Et je trouve intéressant parce qu'il est à la fois, on va dire, confiant et inquiet en même temps. Bon, là aussi, je ne vais pas tomber dans les contradictions un petit peu faciles, mais ça montre bien, je pense, l'état d'esprit des Perses qui en même temps étaient trop confiants et en même temps, au fil du temps, ils commençaient à être un petit peu inquiets de cette incursion des barbares macédoniens. Et donc je trouve son personnage assez bien décrit, assez étoffé, et en fait il prend une certaine place, limite on le voit presque autant qu'Alexandre. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal de rendre grâce des Perses, et je conclurai aussi sur les aspects positifs, mais je le dis d'emblée, mais effectivement ça montre bien qu'Alexandre ne cherche pas à détruire l'Empire perse, mais à prendre la suite en fait des Achéménides, hein. Je reprends l'expression du grand historien français spécialiste d'Alexandre et des Achéménides, Pierre Briand, qui dit bien Alexandre est le dernier des Achéménides. Donc voilà, c'est intéressant à ce sujet. Alors commençons par le premier épisode, l'enfant roi. Alors c'est peut-être parce que c'est le premier épisode, mais c'est celui sur lequel on va dire j'ai peut-être plus de griefs à formuler. Il y a du bon et du moins bon. Donc je reviendrai après sur les scènes de bataille parce que voilà, dès son enfance, on est plongé dans le cœur de l'action avec, on a bien compris, la bataille de Gogamel. Donc voilà, il y a quand même quelques défauts qui sautent aux yeux. Certains d'ailleurs l'ont remarqué mieux que moi quand j'ai fait le commentaire du teasing. Moi j'avais un peu des yeux d'enfant, donc voilà, j'ai pas regardé tous les détails, mais c'est vrai que bon, d'emblée, il y a quand même des trucs qui font tiquer. Mais je vais mettre de côté pour l'instant l'aspect, on va dire, uniforme, équipement, tactique, formation de combat, chorégraphie des combats, etc. Alors, je trouve un petit peu dommage qu'on n'assiste peut-être pas assez sur l'enfance d'Alexandre. On le voit tout de suite jeune homme. Alors c'est pas inintéressant parce que ça commence en fait avec l'exil en Illyrie, c'est-à-dire qu'il y a un moment, on est en 336, donc quelques mois avant son accession au pouvoir. Il est exilé par son père parce qu'il s'est opposé au mariage de sa sœur avec un satrape d'Anatolie. Donc voilà, il est exilé avec Ptolémée et Phaestion notamment. Donc on revient forcément évidemment sur leur amitié, voire plus, n'est-ce pas? On y reviendra. Donc pourquoi pas, je trouve ça pas inintéressant, mais je trouve ça un petit peu dommage notamment de pas revenir sur quand même des scènes frappantes et marquantes, notamment le fait qu'il ait dompté Bucéphale. Donc à un moment on le voit dans un épisode, oui il va caresser, il va dire oui bonjour Bucéphale. C'est un peu dommage, c'est quand même l'animal peut-être le plus célèbre de l'histoire, en tout cas l'animal réel. Un peu dommage. Bon, l'enfance. Je rebondis sur justement l'Alexandre Liverstone, donc j'ai pas trop aimé, mais la seule partie qui était crédible et que j'ai trouvé intéressante, c'est justement l'enfance. Donc là, on voit quand même la comparaison, et on voit aussi, j'y reviens tout de suite, pas assez l'influence de sa mère, et notamment qu'elle lui ait bourré le crâne en disant tu es l'émule d'Achille, parce que les Molos, donc les rois d'Épire, c'est une princesse d'Épire en Olympias, prétendaient descendre d'Achille, donc c'est les Éacides, qui étaient vus comme des descendants d'Achille, et elle lui a aussi un petit peu bourré le crâne, si je puis dire, en lui rappelant que, effectivement, en tout cas du côté de son père, les Argéades, qu'il descendait d'Héraclès. Donc c'est pas assez mis en avant, c'est dommage, ils auraient pu, voilà, je ne demande pas de faire des scènes de 3 heures, mais un petit peu plus se suggérer, comme l'a fait, je trouve, habilement Oliver Stone, avec l'idée, tu es le nouvel Achille. Bon, alors justement, pour revenir à Olympias, moi je la trouve pas assez badass, en fait, elle est un peu fade. Donc là aussi, bon, c'est une dernière fois que je le ferai, mais on va comparer avec le film Oliver Stone avec Angelina Jolie, donc il y a quand même, voilà, une certaine prestance, c'est le cas de le dire. Avec ce côté
séduisante, mais aussi sombre. Elle était comme versée dans les mystères. Faut peut-être rappeler, on la connaît pas toujours très bien, parce que c'est une princesse et acide, mais qui était une prêtresse de mémoire, hein, parce que je fais ça sans note quasiment, mais à Samothrace dans un temple, et Philippe la croise, tombe amoureux, on va dire, bon, on va être naïf, et l'embarque avec lui. Voilà, donc elle était versée comme ça dans les rites secrets, elle vivait avec des serpents, elle pratiquait, on l'imagine, l'alchimie, les poisons, voilà. Et là, franchement, on dirait, je sais pas, on dirait ma mère, quoi. Enfin, voilà, elle manque un peu quand même un petit peu de, genre, elle a un côté inquiet, quoi. Bon. Alors, le truc aussi qui d'emblée, franchement, et c'est pour ça que la série, je vous dis, elle démarre. En fait, elle termine mieux qu'elle ne démarre. Voilà. Mais c'est qu'ils se donnent tous des petits surnoms, des petits sobriquets. Alors, on voit beaucoup Ptolémée et Phaestion. Alors, j'entends qu'on voit pas toute la cour macédonienne, on peut pas avoir 3000 figurants. Donc, Perdiccas, on le voit jamais. Antigone, on le voit jamais. Séleucos, on le voit jamais. Eumène, on le voit jamais. Lysimaque, on le voit jamais. Enfin, le problème est réglé. Donc, il y a Ptolémée et Phaestion. Au moins, ils se disent public américain de base, ou occidental, on va dire. On va pas mettre trop de personnages, ils vont être paumés. Allez. Ok. Bon, ceci est dit. Mais là, ils se donnent des petits surnoms. Ptol, F, Alex. Voilà. Bon, bah, écoutez, un peu de sérieux. Enfin, je sais pas, à la limite, tu l'appelles Majesté. Ou Alexandre. Mais je pense pas qu'il s'appelait Alex ou Ptol. Et Ptol. Bon, c'est un peu ridicule. Enfin, je sais pas. Ah, ça tombe, j'en sais rien. Ça tombe, c'est dans une source, mais je crois pas. Je connais un peu quand même. Je vais pas dire que plus tard que je connais par cœur. Enfin, pas loin. Mais ils se donnaient des sobriquets. Bon, et frère, non, j'ai quand même un peu de... Voilà. Alors, personnage de Philippe, évacué en 2-2. Bon, ok, c'est pas une série sur Philippe, mais enfin, on a bien compris quand même que Alexandre se met dans les pantoufles, on va dire, ou en tout cas se met dans le sillage de son père, qui a quand même construit, on pourrait dire, Manu Militari, la grandeur de la Macédoine. Il a quand même, on peut le dire, maté les Illyriens, les Scythes, les Grecs. Waouh, c'est évacué, ou les traces, c'est évacué vraiment très très rapidement. On le voit 30 secondes. Bon, ok. Alors là, ce qui m'a fait tiquer, et c'est tout que j'avais tout de suite remarqué dans le teaser, et pour moi, alors, je sais pas si c'est une erreur, mais je vois pas quel est l'intérêt. Pourquoi ils ont fait ça? C'est qu'en fait, donc voilà, Alexandre revient d'Illyrie, il se réconcilie avec son père, et à peine le discours de réconciliation terminé, boum, Philippe est assassiné, coup de poignard dans le dos, par Pausanias, donc son garde du corps, son somatophylaque. Oui, certes, mais c'est pas du tout dans ces circonstances-là. C'est pendant les noces de sa fille Cléopâtre avec un prince d'Émolos. Alors de mémoire, là aussi, c'est Alexandre d'Émolos, le frère d'Olympias. Bon, on va vérifier, mais je crois que c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est en public, dans le théâtre d'Égée, et ça a quand même une dimension beaucoup plus frappante. Ça se fait pas comme ça dans un vague banquet entre deux couloirs. Non, voilà, il est assassiné en public devant des centaines, voire des milliers de gens lors d'un mariage. Donc voilà, ça coûtait pas grand-chose de mettre 10 figurants de plus et de faire ça en plein air, dans un théâtre. Voilà, bon, je veux bien qu'on fasse des ellipses, j'entends, mais enfin là, c'est quand même une sacrée entorse, quand même, je trouve. On pourrait toujours chipoter, dire que c'est pas si grave, mais je sais pas. Ça me fait un petit peu tiquer. Alors là aussi où j'ai tiqué, c'est que on a l'impression qu'Alexandre, en fait, donc certes reprend le projet de son père, on l'a bien compris, d'envahir l'Empire perse, mais Philippe n'a jamais imaginé envahir l'Empire perse dans sa globalité. Bon, je vais pas refaire toutes les grandes théories, mais on peut relire le rhéteur athénien Isocrate, qui pousse les Macédoniens, donc il est athénien, mais qui pousse les Macédoniens, on va dire, à fédérer les Grecs et à libérer les cités ioniennes, donc on dirait l'Anatolie, l'Asie mineure, le littoral d'Asie mineure, donc libérer ces cités grecques, d'Éolide et de Ionie, de la tutelle perse, voire éventuellement toute l'Anatolie, mais pas plus. Il n'imagine même pas, il pense pas aller en Égypte, il pense pas aller à Babylone, il pense pas aller à Persépolis. C'est pas l'Empire perse qui est visé, c'est libérer, entre guillemets, les cités ioniennes, et donc de venger, on va dire, les guerres médiques un siècle avant. Donc ça, c'est quand même un petit peu gênant. Parce qu'en gros, le projet, en fait, c'est surtout Alexandre qui va le porter au fur et à mesure, en fait, de ses victoires. Mais au départ, il n'avait pas un plan en disant « je vais foncer sur Babylone ». Non, c'est pas vrai. Alors, là aussi, vraiment, j'ai tiqué, et j'ai remarqué que les Américains, ils ont quand même du mal. C'est les lieux, les noms de pays. Alors j'entends là aussi qu'on veut simplifier, j'entends. Mais quand ils disent Babylone et qu'en dessous ils mettent Persia,
J'ai du mal, excusez-moi, mais Babylone, c'est en Babylonie. Les Babyloniens, c'est un peuple sémitique. Il n'a rien à voir avec les Perses, qui sont un peuple indo-arien ou indo-européen, pour être poli. Donc, mettez Empire Perse. Et en plus, ce qui me fait tiquer vraiment, et là, je vous dis, le premier épisode, c'est le festival, c'est que ils disent Babylone, c'est la capitale de l'Empire Perse. Bah non. La capitale de l'Empire Perse est née en Perse, donc au sud de l'Iran actuel. Il y a eu plusieurs capitales. Hein. Il y a eu Persépolis, il y a eu Suse, il y a eu Ecbatane. Donc Babylone, certes, c'est peut-être, j'entends bien, la ville la plus peuplée de l'Empire. Ils le disent bien à un moment, voilà, le lieu, on va dire, le centre financier, c'est là où il y a voilà, le trésor. Mais il faut être bien clair, et s'expliquera bien des choses après, c'est que les Babyloniens, donc qui sont des sémites, n'ont jamais accepté l'occupation perse. Et c'est pas pour rien qu'ils vont accueillir en libérateur Alexandre. Donc tout se passe à Babylone. Darius, il vit sa vie à Babylone. Bah non, Darius, il est à Persépolis. Il est en Iran. Hein. Il n'est pas en Irak. Voilà. Hein. Et puis, alors, là aussi, c'est vraiment les trucs récurrents. Mais là aussi, c'est pour le public américain. C'est donc iranien égale bédouin, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'ils sont là avec des turbans et tout. Enfin, c'est sérieux, quoi. Non, je sais pas. C'est pas très sérieux. Enfin, les Perses, voilà, c'est des peuples d'Asie centrale, indo-ariens, de type europoïde. C'est pas des bédouins turbanés, quoi. Ils se battent avec des cimetières, avec limite, on va voir des femmes en burqa, quoi. Limite, on n'est pas loin. Alors passons à l'épisode suivant, donc l'épisode qui tourne beaucoup autour de la bataille du Granic. Alors bon, là aussi, je vous dis qu'ils s'améliorent avec le temps, mais ils prennent plus de risques au début parce qu'il y a beaucoup d'événements. Forcément, ils doivent mettre un petit peu le spectateur dans le vif du sujet, surtout les néophytes. Donc voilà, ils donnent beaucoup d'informations et souvent erronées. Alors déjà, d'emblée, ils disent Alexandre, un tyran en devenir. Alors oui, à la fin peut-être, oui, il a quand même, je sais pas, il a peut-être tué ses compagnons à main nue, oui, il a rasé des villages, oui, il a génocidé des peuples en Inde. J'entends, mais de parler d'un tyran, le terme est mal vu, c'est un roi, en fait. Voilà, mon tyran, évidemment, c'est une connotation politique, hein. Maintenant, évidemment, on imagine bien, c'est à l'idée d'un autocrate sanguinaire, un tyran, tyrannos, hein, littéralement, qui a pris le pouvoir par la force. Donc voilà, bon, c'est quand même un sous-entendu un peu moyen. Alors, là aussi, mais je m'y attendais, c'est qu'ils évacuent en 2-2 les 2 ans de règne, c'est-à-dire avant la conquête perse, c'est-à-dire Alexandre accède au trône en 336, mais voilà, il débarque en Asie mineure en 334, et ça je m'y attendais gros comme une maison, je l'ai senti venir, et je suis tellement déçu à chaque fois, parce que c'est là la genèse, on va dire, il va prendre la confiance, et c'est parce que, je vous le dis d'emblée, mais il y a un truc qui me fait tiquer aussi, c'est qu'ils disent son premier contact avec l'armée en 336, donc on évacue, il a quand même bolossé les Illyriens, bolossé les tribales, il allait rencontrer les Celtes sur le Danube en mode voilà, vous vous ralliez ou je vous fracasse. Entre-temps, les Grecs se rebellent sous l'égide de Thèbes, qui est rasé, à part la maison de Pindare, voilà, le poète. Mais rasé, il va raser la 3e cité de Grèce à 20 ans. Hein, il dira même je suis parti en Illyrie, j'étais un enfant, je reviens à Thèbes, je suis un homme. Et ça, c'est quand même constitutif de sa personnalité. C'est-à-dire qu'à 20 ans, le gars, il a maté tout le monde. Et ça, non, jamais. Mais je vous demande pas de faire, mais juste une carte. Vous animez un truc, il va en Illyrie, il bat des tribus, donc qui s'appellent les tribales, sans jeu de mots, une tribu qui s'appelle les tribales, qui vont dire des thrasso-illyriens, pour ceux qui veulent être pointus. Et il va quand même raser Thèbes. Thèbes, c'était la cité qui avait battu les Spartiates 50 ans avant. C'était pas rien quand même. Il va raser Thèbes. Terminé. Bon. Alors quand on parle de premier contact avec l'armée macédonienne, limite, on dirait qu'il a fait un casting. Il arrive, oui, excusez-moi. Non. Puis le gars, il était acclamé par l'armée macédonienne. Voilà, il y a une espèce de quand même de protocole, donc ce qu'on appelle l'assemblée en armes, l'assemblée des citoyens en armes. Voilà, il y a un protocole. Le gars, on dirait qu'il débarque. Je dis, on dirait qu'il a fait un casting. Oui, bonjour. Au fait, est-ce que vous voulez moi comme non, ça va, c'est pas bon. Alors. Là aussi, c'est dommage, il y a des scènes tellement fortes et qui demandent rien, qui demandent 30 secondes. Il plante sa lance quand il arrive en Asie, c'est le droit de conquête. Russe, Dolykéos, je sais plus en grec, ça reprend Homère, je plante ma lance, c'est à moi. Et ça coûtait rien, je plante ma lance, j'arrive, c'est à moi. Je prends le droit de conquête. Voilà, ça s'appelle le droit de conquête. Je trouve que c'était une scène
Voilà, qui avait quand même de la gueule, et je l'attends cette scène, ça fait 25 ans que j'attends cette scène, dans n'importe quelle série ou n'importe quel film, qui plante sa putain de lance en Asie, quoi. Bon, alors, ça me fait marrer, mais les satrapes, donc c'est bien, ils définissent un peu ce que c'est un satrape, bon, c'est bien. Mais ils sont jamais dans leur satrapie. En fait, les satrapes, ils sont toujours avec... Alors, j'entends, ok, pareil, là aussi, ils n'allaient pas mettre 36 personnages. Donc, il y a Bezos, je parle évidemment des Perses, hein, Bezos et Mazaios. Pourquoi pas? Et je trouve que c'est bien, je vous dis, rendons grâce à la série, ils mettent en avant les Perses, why not? Mais ils sont jamais là où il faudrait être. Bon, ok. À un moment, ils parlent de Memnon, très bien. Mais jamais c'est dit qu'il est grec. C'est à peine suggéré. C'est-à-dire, à un moment, il dit, oui, j'ai vécu à la cour avec son frère qui s'appelait Mentor, donc il connaît bien les Macédoniens, c'est pour ça que ce sera un adversaire redoutable au départ, et que sa mort va être une chance pour les Macédoniens, pendant le siège d'Halicarnasse. Mais jamais c'est dit que en fait c'est un mercenaire de Rhodes. C'est un grec, donc il connaît bien Alexandre. Il a vécu à la cour argéade pendant quelques temps. Bon, à noter. Alors, le pèlerinage à Troie, je m'attendais au pire. Et c'est tout de suite, je vais évacuer le problème, parce que bon, pour ceux qui suivent ma pensée, oui, on va dire, allez, ok, Alexandre a eu une relation homosexuelle avec Héphaïstion. Allez, on va arrêter de chipoter, ok. Mais, alors, c'est pas autant mis en avant qu'avec le film où Jared Leto, on dirait, je sais pas, enfin bref, je dirais pas les mots. Mais non, c'est un peu abusé, le gars, il est avec des robes et du maquillage. Il était quand même chef de la cavalerie macédonienne, le gars. J'en peux pas faire plus badass, hein. Vizir, à la fin de l'Empire d'Alexandre, Kiliarque, on dirait en grec, chef de la cavalerie macédonienne, garde du corps d'Alexandre, mais le gars, bon, je parle du film et ça revient un peu à l'idée, il est un petit peu, alors je vais pas dire efféminé, mais bon, ça manque un petit peu de puissance virile quand même, hein, mais bon. Donc, on a quand même des petites scènes, on a quand même des petits bisous dans l'eau, des petits bisous sur le torse et tout. Bon, pourquoi pas de le dire, on va pas s'en cacher, on va pas se cacher derrière nos petits doigts, on va pas faire les prudes. C'était des gaillards, voilà, bon, ok, pourquoi pas. Bon, alors, ils ont trouvé, on va dire, un juste milieu, c'est ni trop, ni pas assez, un peu beaucoup, on voit bien, il est bien copain avec Héphaïstion. Mais Héphaïstion, c'est son double, c'est son alter ego, c'est son conseiller, c'est lui qui va vraiment aussi le conforter justement dans l'idée d'intégrer les élites perses, etc. Voilà, c'est aussi son, comment dire, un peu son éminence grise, en tout cas, voilà, c'est son conseiller, voilà, c'est pas juste son mignon, hein, c'est son principal ministre, hein, faut quand même le dire. Et donc ils vont faire leur petit pèlerinage, voilà, on est content à Troie. Alors c'est vrai, alors il y a une scène, à la limite, qui aurait été sympa, qui est racontée, je crois, par Plutarque, mais c'est qu'à un moment, Héphaïstion et Alexandre ont couru nus, comme Achille et Patrocle, voilà, ils ont couru autour de Ilion. Donc Ilion, on va dire, qui était la cité grecque reconstruite à côté du site de Troie. Et donc ils ont fait un petit pèlerinage promotionnel, voilà, de propagande, hein, pour faire un petit peu comme Achille, récupérer le bouclier. Bon, pourquoi pas, c'est bien dit, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Bon, alors, là aussi, alors j'ai vu le temps passe, voilà, mais je vous dis, je serai moins prolixe pour les autres épisodes, il y a moins à dire. Mais c'est que on a mis 1h30, j'ai compté, 1h30 pour entendre le mot phalange. Alors ils insistent sur la cavalerie. Très bien, je trouve qu'on rendons grâce, là, quand on pense à l'armée macédonienne, on pense tout de suite aux phalanges. Je suis le premier à dire, rendons grâce à la cavalerie lourde macédonienne. Très bien, mais on ne peut pas ne pas parler de la phalange. Je n'ai même pas dit. Bon, je le dis d'emblée, mais voilà, ils ont des lances ridiculement petites, j'en reparlerai. Il y a un problème. Jamais ne parle de la phalange, hein. C'est quand même un petit peu un souci. Alors, pour conclure sur cet épisode-là, c'est l'épisode du nœud gordien. Donc, on connaît, hein, Gordion, donc en Phrygie, au centre de l'Anatolie. Il y avait le nœud donc autour d'un char, alors qui était un symbole qui disait qu'en gros, celui qui dénouait le nœud était le maître de l'Asie. Et puis Alexandre, avec son épée, il coupe le nœud et problème réglé, hein. Je deviendrai le maître de l'Asie. Sauf que là, en fait, c'est un char, mais dans une ruelle d'un vague bourg du fin fond de l'Anatolie. Normalement, il y avait à côté quand même, voilà, c'est dans un temple, hein. C'est pas une charrette à côté d'une cabane. Donc voilà, moi je m'attendais là aussi. Enfin, c'est quand même partie des épisodes marquants, des anecdotes, voilà, qui font entrer le personnage dans la légende. Et là, je vous dis, c'est limite s'il n'y a pas 3 biquettes et un âne, et puis là, il coupe avec... Enfin, c'est même pas une question de moyens, il pourrait faire ça, je sais pas, moi, avec une belle lumière, dans une semi-pénombre, dans un temple, avec un peu d'encens. Voilà, c'était dans un temple, hein. Le nœud gordien était dans un temple.
C'était pas dans la rue, entre deux ruelles. Hein. Non. Épisode numéro 3, c'est donc face à face. Donc c'est beaucoup autour de la bataille d'Issos. Alors là aussi j'ai tiqué, mais zéro mention de la phalange. Il parle d'hoplites. En avant, hoplites. Non, les hoplites, c'est la guerre du Péloponnèse. Hein, c'est fini, les hoplites. En tout cas, dans l'armée macédonienne. Vous connaissez sûrement aussi bien que moi le sujet. Hein, donc, non, ce ne sont pas des hoplites. Hein, ce sont des, je sais pas, des phalangites. Ou en avant, fantassins. Hein, non, c'est pas des hoplites lourdement armés, avec une armure en bronze de 40 kilos. Non. Bon, alors je dis d'emblée, parce que depuis le temps, je tourne autour du pot. On va le dire parce qu'on rentre dans le vif du sujet. D'Issos, bon, j'épargne le granique, bon, c'était correct, on va pas y revenir. Mais Issos, on voit bien distinctement, mais les saris, donc les lances, sont ridiculement petites. C'est-à-dire qu'une lance, une saris, c'est entre 5 et 6 mètres en frêne. C'est un bois souple et solide à la fois, avec une pointe, enfin double pointe, hein, une pointe des deux côtés en fer. Bon, la planter dans le sol et boum, faire face à la cavalerie. Sauf que là, c'est des lances ridicules. Elles font 4 mètres de long. C'était quand même pas compliqué. Enfin, n'importe qui connaît. N'importe quel geek américain qui a joué à Roman Total War connaît la phalange macédonienne. Et certainement mieux que les conseillers, je sais pas. Mais ça fait partie de la légende, quoi. Voilà, une forêt de fer, des hérissons. Voilà, c'est quand même pas si compliqué en image de synthèse. Bon. Et puis ils font des petits sauts. Ils sont normalement resserrés compacts et là tout d'un coup ils font des sauts. Ils sautent. Voilà. Là aussi c'est, je sais pas, ils sont matrixés par 300 ou j'en sais rien, mais il y a un moment où, enfin je sais pas, ça coûte rien de demander à un conseiller. Je citerai pas, mais il y en a plein sur YouTube qui font des super vidéos de comment on se battait chez les Grecs. Vous les regardez. Bon, je pense au somatophilac. Je vous fais un petit signe parce que vous faites du super boulot. Ils se reconnaîtront. Voilà, c'est facile quand même d'une tristesse. Alors, pareil, du côté des Perses, l'équipement, alors standardisé, j'entends, parce que les gens, ok, allez, on va aller mettre des mêmes couleurs. Bon, ça c'est le cas dans tous les films. Mais bon, allez, ok, j'en passe. Bon, après, je suis pas spécialiste de l'équipement des Perses, mais c'est pas bon. Enfin, je veux dire, les armures, c'est pas bon, les casques, c'est pas bon, l'armement, c'est pas bon. Ils se battent même avec des copis. Je parle des Perses, ils se battent avec des épées grecques à un seul tranchant. Donc la copis, qui est l'arme grecque par excellence. Déjà, il y a un petit souci. Alors, qui m'a un peu choqué. Alors là aussi, je veux bien qu'on simplifie, qu'on va pas mettre 36 personnages. Mais il y a l'épisode où voilà, Darius fuit. Il laisse en plan sa famille. Bonjour. Donc quand je dis sa famille, c'est sa mère, son épouse, ses 2 filles, donc ça fait du monde, voire même un fils, tout jeune. Donc ça fait du monde. Parce que le fameux épisode où Alexandre est confondu avec Héphaïstion et il dit bah lui aussi est Alexandre, en fait c'est la mère de Darius, c'est pas Statera, c'est pas l'épouse de Darius. Bon, allez, c'est pas dramatique, j'entends qu'ils veulent pas multiplier les personnages pour pas perdre le fil, mais ils auraient quand même pu montrer une chose, c'est qu'il y avait la mère de Darius qui a été capturée, et la mère de Darius aimait beaucoup Alexandre, l'a vu un peu comme son fils. Et alors ils insistent beaucoup, on en reparlera, sur sa relation avec Statera. Bon, il y aurait aussi à critiquer. Donc Statera, l'épouse de Darius III. Mais derrière, il y a la mère, Sisigambis, qui a aimé Alexandre, qui a été fidèle à lui, enfin, qui va jusqu'au bout. Et c'est un peu dommage qu'on ne l'ait pas évoqué. Alors là aussi, un truc qui m'a fait tiquer, c'est qu'à un moment, donc, il arrive en Égypte. Alors, là aussi, c'est vraiment... Jamais on en parle, mais jamais, alors que c'est le plus grand siège militaire, donc quand je parle de pôle hersétique du règne d'Alexandre, c'est le siège de Tyr. Bon, là aussi, ça nécessite peut-être des super moyens. Mais je sais pas, vous faites, j'en sais rien, un truc en image de synthèse, vaguement, un truc, je demande pas de faire un truc à grand spectacle, le Seigneur des Anneaux, mais un minimum. Donc le siège de Tyr, bam, que dalle, rien. Il y a une mention à un moment où il en parle, il dit oui, à Tyr, voilà, mais après coup. Hein. Mais donc, siège de Tyr, niet. Il a quand même... C'était compliqué, les Phéniciens ne sont pas laissés faire, il a fini par raser toute la ville, crucifier 20 000 jeunes hommes. Voilà, là aussi des images un peu sympas. Là, il parle du tyran, mais quand ça les arrange. Voilà. Bon, siège de Tyr, rien. Donc les Phéniciens, rien. Donc il arrive en Égypte, ok, tranquille. Alors à un moment, ils disent, oui, Artaxerxès avait pris l'Égypte. Non, c'est pas Artaxerxès, c'est Cambyse. Bon, allez, c'est pas grave. Alors à un moment aussi, il parle que l'Égypte s'est rendue. Donc le contingent égyptien se rend,
Mais non, c'est les Perses, c'est le satrape perse d'Égypte qui se rend, c'est pas les Égyptiens. Ils peuvent pas se rendre, ils sont sous tutelle. Hein, donc il n'y a pas l'armée égyptienne, donc c'est l'armée perse qui a Péluse, donc on va dire le verrou défensif sur le Nil, qui se rend. Et le satrape qui donne les clés littéralement de l'Égypte à Alexandre. Bon. Et ensuite, c'est les Égyptiens qui accueillent notamment à Memphis, avec énormément de joie, les Macédoniens vus comme des libérateurs. Alors, là pour le coup, ils ont beaucoup insisté sur l'Égypte. Alors, c'est ce que j'avais vu dans le teaser, et à la limite, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, c'est vrai que ça parle aux gens, tout le monde aime bien l'Égypte, oui, c'est sympa. Ils ont bien insisté sur son voyage en Égypte, parce que, voilà, on voit bien voilà, qu'il était fait pharaon. On voit bien aussi le pèlerinage à l'oasis de Siwa. Alors, là aussi, je veux bien qu'on simplifie, parce que, sans rentrer trop dans les détails pinaillés, mais c'était un oracle, donc un sanctuaire dédié à Amon-Zeus, ou Zeus-Amon, une divinité syncrétique. C'était pas un sanctuaire d'Amon. C'était déjà une divinité en soi, moitié grecque, si je puis dire. Il y avait déjà des syncrétismes qui existaient déjà entre divinités grecques et égyptiennes. Et d'ailleurs, cet Amon, donc ce Zeus Amon, c'est écrit avec 2 M et non un M comme le dieu égyptien, sachant que les historiens pensent que c'était un jeu de mots typiquement grec, parce qu'Amos, ça signifie le sable. Et donc, comme ce sanctuaire était en plein cœur du désert, dans un oasis, il y avait un jeu de mots derrière tout ça. Donc voilà, allez, c'est un petit détail, on peut le dire, oui, fils d'Amon, bon, c'est fils de Zeus Amon, donc c'est pas même dieu. Voilà, allez, on va pas chipoter. Donc voilà, le côté égyptien, ils ont bien insisté dessus. C'est plutôt, allez, bien vu, avec, allez, des décors sympas. Allez, pourquoi pas. Moi, j'ai aimé ces passages-là. Bon. Alors, l'épisode 4, justement, on est toujours en Égypte. Hein, c'est l'Empire de l'Or. Bon, je n'ai pas trouvé le titre très parlant. Je sais pas, ils ont confondu peut-être, je sais pas, avec les Aztèques ou les Incas. Parce que voilà, ça, ce que je disais à l'instant, ça insiste beaucoup sur le séjour d'Alexandre en Égypte. Et là où donc il va à Siwa, alors ce qui me fait tiquer, c'est qu'il y va mais avec 3 chameaux, quoi. Alexandre le Grand. Et avec 3 chameaux, donc il y a Ptolémée et Héphaïstion, ils sont là avec 3 chameaux ou des dromadaires, je sais jamais la différence. Et boum, on va dans le désert comme des potes, quoi. Non, il va avec son armée, enfin je sais pas, quoi. Tu traverses pas le désert d'Égypte comme ça avec 3 potes, quoi. C'est pas une randonnée, quoi. Bon, ok. Alors, là, il y a un truc qui m'a fait tiquer aussi. On y reparlera, mais c'est que les historiens, ils assument, hein, ils y vont fort. C'est qu'ils partent du principe qu'Alexandre a eu des relations sexuelles avec Statera, donc l'épouse de Darius, qui était d'essence noble, qui était une grande princesse, qui était réputée pour sa grande beauté. Et aucune source ne mentionne qu'ils ont eu des relations sexuelles. Et je vous le dis d'emblée parce que allez, j'anticipe, mais il y a bien un moment, il va falloir faire des ellipses, c'est qu'à un moment, elle va mourir de maladie, donc c'est dans l'épisode 5, et il n'y a que plus tard qu'il dit, qui n'est pas forcément d'une fiabilité absolue sur Alexandre, qui dit, elle serait peut-être morte en couche. Il n'y a que lui qui le dit. Alors, je dis pas que c'est faux, mais alors les historiens disent, si elle est enceinte, ça peut que être Alexandre. Ouais, alors moi je veux bien, mais bon, ça fait partie un peu des choses qui sont pas fausses en soi, mais sur lesquelles on a juste une mention. C'est pas 2, c'est pas 3. Donc on aurait pu croiser Arien, Diodore, Justin, Quincurse, des papyrus égyptiens ou des cunéiformes, ce qu'on veut. Non, rien. Et c'est juste une ligne chez Plutarque. Donc on part du principe que Plutarque, tout ce qu'il dit, c'est formidable. Non, Plutarque est beaucoup dans la fable, c'est connu. Hein. Si on veut vraiment être dans le vrai et dans le juste, historiquement parlant, c'est plutôt Arien, donc, qui a repris les récits des contemporains, notamment Ptolémée et Aristobule, donc, qui était un ingénieur contemporain des conquêtes d'Alexandre. Donc, voilà. Donc Arien, l'Anabas, c'est ce qu'il y a de plus fiable. Donc Plutarque est beaucoup dans la fable. Diodore aussi un peu. Donc le parti pris de la relation avec... Alors parce qu'il y a d'autres historiens qui disent au contraire... Il était subjugué par la beauté de Statera, qui était réputée comme la plus belle femme d'Asie. Il voulait pas se laisser tenter, et donc il l'aurait vue, mais genre 2 fois. Voilà. Et il voulait pas la voir. Non, elle est trop belle. Bon, là aussi, c'est sans doute un petit peu légendaire, mais bon, c'est pas impossible. Mais ce parti pris de dire, même pas avec prudence, quoi. C'est comme ça parce qu'on l'a dit. Bon, ça me fait un peu tiquer.
Donc voilà, je vais pas insister sur cet épisode 4 parce que j'en ai déjà un petit peu parlé en parlant du 3 à propos de l'Égypte. Mais enfin voilà, c'est plutôt bien vu, ils ont bien insisté. À la limite, en fait, la série aurait pu s'appeler Alexandre en Égypte. Hein. Il y a 2 épisodes complets parce qu'on sait que l'Égypte s'appelait. Voilà, donc bon, allez, ça passe. Alors, épisode numéro 5, un dieu vivant. Alors, là aussi, on est toujours en Égypte. Vous voyez, je vous dis, c'est un petit peu long côté Égypte parce que c'est vrai que ça insiste beaucoup sur sa nature divine, le fait que voilà, il soit fait pharaon, qu'il soit proclamé fils de Samon, voilà, tout ça, ça participe un peu à son essence divine. Et donc la maman, Statera tombe enceinte. Voilà, elle va montrer son ventre rond, oui, c'est beau. Et en fait, elle meurt en couche. Alors là aussi, j'ai dit à l'instant, mais une mention, une ligne chez Plutarque. Alors ça ne veut pas dire que c'est faux, mais à partir du moment où il y a un événement qui est que dans une seule source, donc postérieur, hein, Plutarque, il écrit quasiment 4 siècles après, sachant que la source la plus ancienne c'est Diodore, on est un siècle avant Jésus-Christ, donc il écrit de 300 ans après, ou 250 ans après. Bon, restons prudents. Alors, il y a un moment, il parle aussi qu'Alexandre, il va recruter des renforts égyptiens. Non. Ils vont se refaire la cerise, sans doute. Voilà, mais en Égypte, mais ils n'ont pas recruté des troupes égyptiennes. Bon, non. Alors là, c'est l'occasion de le dire aussi, parce que ça m'a fait tiquer à la longue. Aucune allusion, à son côté dionysaque, c'est-à-dire les banquets et à son alcoolisme. Alexandre était quand même connu pour être un alcoolique, d'autant plus qu'au fil des conquêtes, il se méfie de l'eau croupie, donc ils boivent plus que des raisons du vin pur. Alexandre est un grand alcoolique, il en est quasiment même mort. Rien. Il est super clean, hein. Beau blond, yeux bleus, et nickel, hein, bien propre sur lui. Jamais on le voit faire ce qu'on appelle les komos, donc les banquets dionysiaques. Il a quand même un aspect Apollon et dionysiaque à la fois, c'est ce qui fait tout le sel du personnage. Rien. C'est un ascète, le gars, c'est un ascète. Alors, il a couché etc., mais il boit pas de goutte de vin, le gars. Waouh. Ouais, c'est un straight, en fait. C'est straight, ok. Alors là aussi, ça m'a fait tiquer. Bon, j'aurais pu le dire à d'autres occasions, parce qu'à un moment, mais où sont les gardes du corps d'Alexandre ? Le gars, il se balade, je vous dis, il va faire du dromadaire dans le désert, machin. Parce qu'il avait quand même 7 somatophylaques, donc c'est ses plus fidèles guerriers. Certains ont eu des rôles très importants. On a eu Ptolémée, bon, on a eu Héphaïstion, on a eu Lysimaque, etc., Cleitos, bon, je vais pas faire toute la liste. Jamais un seul garde du corps. Ça aurait été un peu badass parce que Alexandre, et c'est ça le génie macédonien, c'est une génération. Alexandre n'est que la tête de pont d'une génération incroyable. Quand on voit la liste des généraux qui sont devenus rois, enfin, c'est une dream team, c'est une dream team générationnelle. Donc voilà, on aurait pu la faire un peu en mode Peaky Blinders, vous voyez, avec des ralentis, ils arrivent badass, là, avec 12 grecs, super musclés. Non, là, ils sont toujours 2, ou 1, ou 3. Ça manque un peu, je sais pas, d'une côté cohésion, côté groupe. Alors là, je place aussi, bon, je vous dis, je pinaille un peu, mais bon, c'est un peu mon job. C'est qu'à un moment, soi-disant, donc juste après sa sortie d'Égypte, il aurait rencontré Mazaios, donc qui est, on va dire, le principal satrape ou conseiller de Darius, donc qui était le satrape de Babylonie, et qui va se rallier à Alexandre, c'est vrai, plus tard. Il va lui donner Babylone et devenir satrape de Babylonie. Mais en fait, il l'a pas du tout rencontré à cette époque-là. Il l'a rencontré avant et encore c'est pas sûr, mais on pense qu'il l'aurait rencontré en Cilicie, donc c'est-à-dire au sud de l'Anatolie, avant la bataille d'Issos. Bon, là je vois pas pourquoi il le place là. Bon, je pense que c'est peut-être par simplification, je pense qu'ils se doutent bien qu'ils font une erreur, ou alors j'en sais rien, je sais pas, je suis pas dans leur tête. Mais bon, j'aime dire c'est un détail, ça change pas le fond de l'histoire, mais ça m'a fait un petit peu tiquer, bon, même si c'est, je vous dis, pas très important. Donc pour terminer sur le dernier épisode, l'épisode 6, le monde à conquérir. Oui, c'est beau. Alors, là on est dans le vif du sujet, c'est Gogamel. Bon. Je renvoie au film à Oliver Stone, pour le coup, Gogamel, c'est pas mal. En termes de reconstitution, en termes de véracité historique, de tactique, d'uniforme, d'équipement, super. Alors déjà, Alexandre, j'aime bien, il va au combat avec un casque égyptien. Je sais plus le nom, égyptien, vous me pardonnerez, c'est le symbole de la haute ou de la basse Égypte, là aussi vous vérifierez. Ouais, bon, si on veut. Okay. Alors, là, la bataille de Gogamel, là, je vous dis, c'est là où il faut en parler, les combats.
Je demande pas qu'on fasse des combats de fous, c'est voilà, des questions de moyens, j'entends. Mais qu'est-ce que ça leur coûte de faire des lances de 6 mètres et pas de 3 mètres? Je sais pas, ça coûte cher le bois de frêne, j'en sais rien. Ils prennent des pioches et ils en font des lances, enfin j'en sais rien. Voilà, où sont les hérissons de fer? Où sont les murs de pique? Où les Macédoniens, voilà, ils étaient impénétrables de front. Où est cette maudite phalange macédonienne? Bon, c'est quand même un peu malheureux. Et là aussi, autre image qui aurait été vraiment super, même si ils auraient claqué une image de synthèse, pourquoi pas, mais les éléphants de guerre. Darius avait des éléphants d'Inde. Pas beaucoup, allez, peut-être 15, mais ils étaient quand même au centre du dispositif perse. Ça avait sans doute un petit peu d'allure. Je crois que ça avait déjà, c'est la première fois qu'on va dire que les Grecs étaient en contact, en tout cas dans des grandes batailles rangées avec des éléphants. Ils auraient pu mettre 2-3 éléphants. Non, voilà. Alors pareil aussi les chars. Les chars à faux. Bah il y a pas de faux. C'est des chars mais sans faux. C'est un peu dommage parce que ça a quand même, voilà, a eu un impact. Hein. Ça a quand même disloqué la phalange. Hein, les chars à faux. Ça a quand même fait du mal aux Macédoniens. Hein, notamment la phalange au centre. Ça a été compliqué pour eux. Hein, la bataille de Gaugamel. C'est pas si, voilà, certes Alexandre par son coup de poker, hein, je vais à droite pour foncer au centre, voilà, va déstabiliser Darius, certes, mais la phalange, ça va être très, très compliqué pour Parménion. D'ailleurs, Alexandre veut poursuivre avec sa cavalerie Darius en fuite, mais il est obligé de rebrousser chemin. Un, pour sauver son camp qui est attaqué par les Scythes, donc alliés des Perses évidemment, et deux, pour sauver Parménion. Donc Gaugamel, c'est pas la partie de plaisir, hein, voilà. Alors, là où, bon, parce qu'on a bien compris, parce qu'après ils vont très très vite, forcément il aurait fallu 25 épisodes, mais ils vont pas parler de tout le reste. C'est-à-dire la conquête de l'Inde, le retour, tout ça, niet. Que dalle. Donc, voilà. Alors, on dit Darius, qui j'insiste est bien fait, sûr de lui, en même temps tourmenté, voilà, je trouve le personnage bien amené. En fait, il cherche pas à aller, il parle de l'Hindu Kush. Alors, l'Hindu Kush, on est entre l'Afghanistan et le Pakistan, hein, c'est loin. Non, il veut aller moins loin. Il veut aller, en gros, ce qu'on appelle dans les hautes satrapies, nos Bactrianes, Sogdianes, Médis, reconstituer une armée. Ils disent, on va le poursuivre jusqu'au Hindu Kush. Oui, Alexandre est allé dans l'Hindu Kush, qui était pour les Grecs le bout du monde. C'était là où était enchaîné Prométhée, ou dans le Caucase. Enfin voilà, pour eux, c'était le bout du monde. Mais non, Darius, il va pas dans l'Hindu Kush. D'ailleurs, à un moment, il dit oui, ils vont le poursuivre jusqu'au Hindu Kush. Non, en fait, il est même pas jusque-là, il est mort en Médie. La Médie, c'est le nord de l'Iran. On est au sud de la mer Caspienne. Bon, là, il y a un problème. Là aussi, je sais pas s'ils font exprès. Je sais pas, ils ont un problème avec la géographie. Et alors, là aussi, ça tique un peu parce qu'Alexandre, donc en fait, il retrouve le cadavre de notre ami Darius, mais il revient après à Babylone. Non, il revient à Babylone qu'en 323. D'ailleurs, c'est là où il meurt. Donc, il est jamais revenu à Babylone. Hein. Il va continuer son périple. Hein. Il va donc poursuivre l'assassin. C'est là où c'est dommage parce que ça aurait pu être dit aussi, c'est que donc Bézos, donc l'un des satrapes, qui était satrape de Bactriane, va finir par assassiner Darius et usurper le trône sous le nom d'Artaxerxès IV. Sauf que, bon, il va évidemment essayer de rallier des troupes en Sogdiane, en Bactriane, continuer la lutte. Alexandre le poursuit. Finalement, Ptolémée le capture et il est torturé à mort. Et les oreilles coupées, le nez coupé. Hein, ça, c'est méchant. Donc, bon, alors je veux bien qu'on fasse des ellipses, mais bon. Voilà, alors tout le reste après est suggéré. C'est-à-dire, alors ils ont fait un parti pris, c'est pour ça que je terminerai là-dessus, d'insister sur la nature divine de l'homme-dieu. J'entends, moi ça me parle. Bon, je vais pas faire des grandes emphases. Alexandre, l'homme-dieu, créateur de monde, bon voilà. Mais pourquoi pas? Mais il y a tellement d'images fortes, quoi. L'Inde, les guerres, la bataille contre des éléphants de guerre, la remontée de l'Indus, l'exploration du fin fond du monde connu, la création de cités au fin fond de l'Afghanistan, le fait qu'il ait quand même rencontré les Scythes, voire même peut-être selon la légende les Amazones, tout ça, voilà, ça aurait pu être vu, juste des images, juste des, vous voyez, c'est un petit peu dommage. Il parle pas du tout de sa mort, donc ça termine en fait homme-dieu, éternel. Ouais, bon, pourquoi pas. Donc en bilan, alors je vais revenir sur quelques aspects intéressants. Donc, insister certes sur le côté divin, sur le côté construction de sa légende. Donc, il construit de son vivant sa propre légende. Ses rapports avec les élites perses, donc qu'il va intégrer, intéressant. Mais
nullement évoqué son mariage avec Roxane. Bon, là aussi, ils ont fait un choix, mais c'est quand même dommage. Hein, c'est une princesse bactrienne et non pas perse comme on le croit souvent, mais bon, allez, on va pas chipoter, on va dire iranienne pour faire court. C'est dommage. Là, je m'y attendais. Roxane, une des plus belles femmes de Bactriane, ça aurait pu être sympa de mettre une belle arienne dans le sens iranienne, hein, j'entends. Ne nous trompons pas. Donc bon, le parti pris, pas d'Inde, pas de Haute-Asie, pas de retour, pas les mutineries, pas les noces de Suse, pas le mariage avec Roxane, pas le mariage avec finalement donc la Barsine, donc la fille de Darius. Bon, à la limite, ils auraient pu faire un épisode. Et pourquoi 6 ? Pourquoi pas 7 ? C'est dommage, c'est un petit peu abrupt. Alors, d'autres aussi choses qui m'ont fait tiquer, et je reviens là-dessus, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est qu'il y a des anecdotes, mais très courtes, très fugaces. Un mot, une phrase, une image qui aurait vraiment été, mais badass, quoi. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, plus ou moins dans le chronologique, la rencontre avec Diogène le cynique, ôte-toi de mon soleil, ça coûte rien hein, de faire ça. Le sac de Thèbes, où il va juste épargner la maison du poète Pindare. La Pythie de Delphes, où il va rencontrer la Pythie de Delphes et lui dit tu es irrésistible, le monde est à toi. Bon, tout ça, ça coûte rien. Hein. Et ça confortait voilà, l'idée qu'il construisait sa légende. Voilà. Donc, les meurtres de Clétos, voilà, son mariage avec Roxane, son séjour en Inde, voilà, ça aurait pu être voilà, des images très, très, très fugaces. Bon, c'est dommage. Après, je comprends qu'on est obligé de résumer, mais ils ont quand même trop insisté sur certains thèmes. Excusez-moi, mais ces relations, etc., ces petits bisous sur le torse avec effaïtion, ça prend une plombe, en fait, au détriment d'autres choses. Voilà. Mais ça, c'était couru d'avance. Alors, je terminerai sur une note positive, quand même, parce que on va rendre grâce au fait, quand même, qu'une série grand public parle d'Alexandre le Grand. On va pas non plus bouder son plaisir. C'est que j'ai trouvé intéressant de terminer comme ils ont commencé, c'est-à-dire avec les fouilles de Madame Papacosta à Alexandrie. Donc pour rappeler et bien montrer le côté intemporel, immortel de ce personnage, sa postérité immense. Et voilà, je trouve ça intéressant de montrer le côté actuel, de montrer qu'on peut encore découvrir des choses, que certains sont encore à la recherche notamment de son tombeau. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant de terminer sur cette note-là, de pas juste être dans l'emphase ou les relations personnelles, les querelles de palais. Voilà, c'est intéressant de noter aussi que voilà, il y a une science derrière tout ça. Bon, alors on va pas être trop sévère, donc j'espère que je vous ai pas dégoûté de la chose. Honnêtement, ça se laisse regarder, il n'y a pas trop de longueur, on va dire, voilà, des épisodes de 40 minutes. Voilà, donc je vous laisse, on va dire, apprécier la série. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé, si ce n'est amusé. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite et rendez-vous sur Wikipédia si vous voulez des articles complets et bien sourcés. À bientôt.